Tu vas adorer la nouvelle maison de retraite. Ils ont des cours de broderie. Le sourire de Céline était aussi faux que ses extensions de cils. Antoine hochait la tête comme un chiot obéissant, tandis que Julien comptait mentalement l'argent qu'il gagnerait en vendant mes biens immobiliers. Je me contentais de sourire et de dire oui, que cela semblait être une merveilleuse idée. Mais à l'intérieur, quelque chose se brisa définitivement. Ils avaient choisi le restaurant le plus élégant de Paris pour cette mascarade. La nappe était en lin blanc, les verres en cristal reflétant la lumière dorée du soir, et l'arôme des fruits de mer frais emplissait l'air. Tout était parfait pour une exécution émotionnelle, tout calculé pour ressembler à une célébration, alors que c'était vraiment mon enterrement et j'étais encore vivante. Maman, nous savons que tu as été un peu confuse ces derniers temps, continua Antoine, sa voix épaisse d'une inquiétude qu'il ne ressentait pas. Il portait un costume gris que je lui avais acheté pour sa remise de diplôme universitaire. Maintenant, il l'utilisait pour m'enterrer. Confuse. Ce mot me poignarda comme un poignard. J'avais simulé quelques pertes de mémoire pour tester leur patience, leur amour. Je voulais voir si mes enfants prendraient soin de moi quand j'en aurais vraiment besoin. La réponse était juste devant moi, portant la robe vert émeraude que je lui avais offerte. Le docteur Lambert dit que ce serait pour le mieux, mentit Julien, évitant mon regard. Un environnement contrôlé, des soins professionnels, des activités conçues spécialement pour les personnes de ton âge. Les personnes de mon âge. Comme si avoir 72 ans avait fait de moi une espèce différente, quelque chose qui ne méritait plus ni respect ni dignité. Comme si une vie passée à bâtir un empire immobilier à partir de rien ne signifiait rien. Et les cours de broderie sont vraiment thérapeutiques, ajouta Céline, touchant mes mains avec des doigts qui brûlèrent de fausseté. Tu pourras faire des nappes, des écharpes, des choses utiles. Des choses utiles. Pendant qu'ils découpèrent mes propriétés comme des vautours sur une proie fraîche, je ferai des nappes dans une chambre, sentant le désinfectant et le désespoir. Quand serait le déménagement demandai-je, gardant ma voix aussi calme qu'un lac avant la tempête. Demain, répondit Antoine bien trop rapidement. Nous avons déjà pris toutes les dispositions. Tu n'as qu'à signer quelques papiers et... Et qu'adviendra-t-il de mes propriétés? Le silence qui suivit était si épais que je pouvais le goûter. Ils se regardèrent comme des enfants, pris en train de voler dans le pot de confiture. Céline s'éclaircit la gorge et Julien tritura sa serviette jusqu'à ce qu'elle se déchire presque. Ne t'inquiète pas pour ça, maman, dit finalement Julien. Nous nous occuperons de tout. C'est trop de responsabilités pour toi en ce moment. Trop de responsabilités. Les mêmes propriétés que j'avais achetées, rénovées et gérées pendant des décennies étaient soudainement trop pour moi. Les mêmes investissements que j'avais fait croître de 5 000 € initiaux à 1,5 million d'euros que j'avais maintenant nécessitaient soudainement des esprits plus jeunes. Cette nuit-là, je fis semblant de prendre les somnifères que Céline m'avait donnés. Je les crachai dans une serviette quand elle ne regardait pas. J'avais besoin d'être parfaitement éveillée pour ce qui allait devenir. À 23 heures, j'entendis leur voix dans ma cuisine. Ils pensaient que je dormais profondément, une erreur fatale. La maison de Normandie vaut au moins 300 000 €, chuchota Antoine, feuilletant des papiers sur ma table en chêne. La table où j'avais signé mon premier contrat immobilier il y a 40 ans. Et l'appartement à Cannes, encore 200 000, sans parler des investissements à la banque. Il faut agir vite, murmura Céline, versant du champagne dans des verres que je leur avais offerts pour leur anniversaire de mariage. Avant qu'elle ne réalise ce qui se passe? Julien rit, ce rire cruel qu'il avait développé après l'avoir épousée. Réalise? Tu plaisantes? Elle m'a demandé quelle heure il était 3 fois hier. Un mensonge. J'avais feint cette confusion pour les tester, pour voir combien de mon propre sang s'était transformé en poison. La réponse brûlait dans mon ventre comme de l'acide. Regarde ça, dit Céline, agitant un papier que je reconnus comme mon testament. Une fois qu'elle sera dans la maison de retraite, nous pourrons plaider l'incompétence mentale. L'avocat est déjà préparé. 400 000 pour la maison principale, calcula Antoine, griffonnant des chiffres dans un carnet. 300 pour la maison de Normandie, 200 pour l'appartement, et les investissements s'élèvent à encore 600 000 €, presque 1,5 million au total. 1,5 million, le fruit d'une vie de travail, de sacrifice et de décisions intelligentes. Il l'avait calculé jusqu'au dernier centime pendant que j'étais supposément sédatée dans mon propre lit. Et le meilleur, ajouta Julien avec un sourire que je pouvais entendre depuis ma chambre, c'est qu'elle ne saura jamais ce que tout cela vaut vraiment. Elle pense que ce ne sont que quelques propriétés. Il me sous-estimait complètement. Il pensait que j'étais une vieille femme confuse qui ne comprenait pas les chiffres ou les affaires. Il ne savait même pas que chaque matin, je révisais mes investissements, que je connaissais la valeur exacte de chaque propriété, que j'avais des plans qu'ils ne pouvaient même pas commencer à imaginer. À 5 heures du matin, pendant qu'ils cuvaient à leur ivresse de trahison, je m'habillai avec mon meilleur tailleur pantalon noir. Je ne pris que l'essentiel, mon passeport, les bijoux que j'avais, cachés dans une boîte secrète, et la clé d'un coffre-fort dans une banque d'une autre ville. Dans ce coffre se trouvaient les documents qui allaient tout changer. Le taxi arriva à l'heure. Le chauffeur m'aida avec ma petite valise et ne posa aucune question.
À l'aéroport, j'achetais un billet aller simple pour une ville côtière où je possédais une propriété dont ils ne savaient rien. Pendant le vol, je fermais les yeux et me souvins des paroles de ma mère. Marguerite, ne fais jamais entièrement confiance à personne, pas même à tes propres enfants. Le sang peut être corrompu, mais la dignité est éternelle. Elle avait raison. Et j'allais leur montrer qu'une femme de 72 ans pouvait être plus dangereuse que n'importe quel ennemi qu'ils aient jamais imaginé. L'avion atterrit dans une ville que je n'avais pas visitée depuis 30 ans. Honfleur, Normandie. Un nom que mes enfants ne m'avaient jamais entendu prononcer, car certaines histoires sont trop précieuses pour être partagées avec ceux qui ne les méritent pas. L'air salé frappa mon visage comme une gifle de souvenir. C'était là que tout avait commencé. C'était là que j'avais acheté ma première propriété avec les économies d'une vie de mon travail de secrétaire. 5 000 € qui semblaient une fortune à l'époque. 5 000 € qui s'étaient transformés en l'empire que mes enfants voulaient me voler. Le taxi me conduisit dans des rues que je reconnaissais malgré le passage du temps. Les maisons à colombage étaient toujours là, leurs façades colorées murmurant des secrets au vent. Le vieux port conservait son charme pittoresque, bien que certains bâtiments aient été rénovés avec ce style moderne sans âme. C'est bien la bonne adresse, madame demanda le chauffeur, s'arrêtant devant une maison jaune aux volets verts en bois. On dirait que personne n'y a vécu depuis un moment. Je souris pour la première fois depuis des jours. C'est parfait. La maison semblait dormir, comme si elle attendait mon retour. Elle était petite comparée aux propriétés que mes enfants connaissaient, mais elle possédait quelque chose qu'aucune des autres n'avait, une histoire vraie. Elle avait été mon refuge secret, mon plan d'évasion que j'avais gardé silencieux pendant des décennies. Je sortis les clés de mon sac. Mes mains tremblaient légèrement, non pas de l'âge, mais de l'émotion. La porte s'ouvrit avec un grincement familier, comme un soupir de bienvenue. L'intérieur sentait le vieux bois et le sel de mer. Les meubles étaient recouverts de draps blancs, créant des figures fantomatiques dans la lumière tamisée. Je marchais lentement, enlevant les couvertures une par une, révélant des trésors que j'avais laissés là comme des graines, attendant le bon moment pour germer. Dans la cuisine, je trouvais la première surprise. Sur la table se trouvait une note écrite d'une main tremblante mais familière. Madame Beaumont, je vous ai attendu toutes ces années. Marie. Mon cœur manqua un battement. Marie avait été ma gouvernante pendant 15 ans, jusqu'à ce qu'Antoine et Julien décident que nous n'avions plus besoin d'elle. C'est une dépense inutile, maman, avait-il dit. Nous pouvons t'aider avec la maison. Un autre mensonge. Il voulait simplement contrôler chaque aspect de ma vie, y compris qui pouvait ou ne pouvait pas être près de moi. J'entendis des pas sur le perron. Mon cœur battait si fort que je pensais qu'il allait éclater de ma poitrine. La porte s'ouvrit lentement et elle était là. Marie. 30 ans plus âgée, ses cheveux complètement blancs et son visage marqué de rides qui racontèrent des histoires d'une vie bien vécue mais avec les mêmes yeux chaleureux dont je me souvenais. Je savais que vous viendriez, dit-elle simplement, comme si seuls des jours s'étaient écoulés au lieu de décennies. Quand j'ai entendu ce que vos enfants planifiaient, j'ai su que vous trouveriez un moyen d'arriver ici. Comment avez-vous su pour mes enfants? Marie sourit tristement. Céline m'a appelé il y a un mois. Elle voulait des informations sur vos propriétés, sur tous les comptes bancaires que vous pourriez avoir cachés. Je lui ai dit que je ne savais rien. Bien sûr, Céline avait creusé. Ce n'était pas suffisant de voler ce qu'il connaissait. Il voulait s'assurer qu'il n'y avait pas de trésor caché. L'ironie était délicieuse. Ils avaient appelé la seule personne qui connaissait vraiment tous mes secrets, et elle m'avait protégée. Mais je savais, continua Marie, s'approchant de moi avec des pas lents mais fermes. Je savais pour cette maison. Je savais pour les documents que vous gardiez ici. Je savais pour vos plans, et je me suis occupée de tout, attendant ce jour. Mes yeux se remplirent de larmes. Je ne pouvais pas me retenir. Pour la première fois depuis des mois, quelqu'un me regardait comme une personne entière, pas comme un obstacle ou une source d'argent. Les documents sont en sécurité, chuchota Marie, prenant mes mains dans les siennes. Je les ai vérifiés chaque mois. Je me suis assurée qu'ils ne se détériorent pas. Votre plan est toujours intact. Mon plan, j'avais commencé à le concevoir il y a 30 ans, quand j'avais réalisé que mes enfants voyaient mes propriétés comme leur héritage garanti, pas comme le résultat de mon travail acharné. J'avais créé une toile de protection si complexe que même le meilleur avocat ne pourrait pas facilement la démêler. Où sont-ils demandai-je, ma voix à peine un murmure. Marie me conduisit dans une pièce arrière dont je ne me souvenais pas. Elle avait été convertie en un petit bureau avec des classeurs métalliques et un petit coffre-fort encastré dans le mur. La combinaison est toujours la même, dit-elle, pointant le coffre. La date d'anniversaire de votre mari. Mon cher Henri, était décédé il y a 10 ans, mais sa sagesse continuait de protéger mon avenir. Ne mets jamais tous tes œufs dans le même panier, Marguerite, disait-il, et ne laisse jamais personne d'autre contrôler ta destinée, pas même tes enfants. J'ouvris le coffre avec des mains qui ne tremblaient plus. À l'intérieur se trouvaient tous les documents que j'avais cachés pendant des décennies, des actes de propriété que mes enfants ne connaissaient pas, des investissements dans des banques internationales, un testament complètement différent de celui qu'ils avaient photographié. Mais le plus important était un dossier épais marqué des initiales ME, Maison de l'Espoir.
Vous souvenez-vous de votre rêve demanda Marie, me regardant réviser les papiers. Vous vouliez créer un endroit où les femmes âgées pourraient vivre dans la dignité, où elles ne seraient pas traitées comme des fardeaux ou des nuisances. Bien sûr, je me souvenais. Cela avait été mon obsession secrète pendant des années. Une maison pour les femmes de mon âge qui avaient été abandonnées par leur famille, trahies par leurs enfants, ou simplement oubliées par une société qui jette ceux qui ne produisent plus d'argent. Tout est prêt, continua Marie. Les permis, les plans, les fonds mis de côté spécifiquement pour ce projet. Il ne manquait que vous pour venir l'activer. Les larmes coulèrent sur mes joues sans contrôle. Pendant des mois, j'avais senti que ma vie s'effondrait, que j'avais perdu tout but. Mais voici la preuve que j'avais toujours eu un plan plus grand, une mission qui transcendait la mesquinerie de mes enfants. Y a-t-il autre chose dit Marie, sortant un téléphone portable de son sac. Maître Dubois attend votre appel. Maître Dubois, mon avocat de confiance, le seul professionnel qui connaissait l'étendue complète de mes plans. Je l'avais engagé en secret il y a 5 ans, le payant avec des fonds de compte que mes enfants ne découvriraient jamais. Est-il toujours fiable demandai-je, bien que je connaisse déjà la réponse. Plus que jamais. Son propre fils a essayé de le faire interner l'année dernière. Il comprend exactement ce qui se passe. Je pris le téléphone avec une détermination renouvelée. Il était temps de commencer la phase suivante de mon plan. La phase qui transformerait ma défaite apparente en la victoire la plus douce de ma vie. Je composai le numéro que j'avais mémorisé il y a des années. Maître Dubois répondit à la deuxième sonnerie. Marguerite. Sa voix semblait soulagée et excitée. Je savais que vous appelleriez aujourd'hui. Êtes-vous prête à commencer? Plus que prête, maître Dubois. Il est temps de rappeler à mes enfants qui je suis vraiment. Tout est prêt pour demain, dit maître Dubois au téléphone, sa voix remplie d'une satisfaction que je pouvais sentir à travers la ligne. Vos enfants ont convoqué une réunion de famille pour 10 heures du matin chez vous. Ils pensent qu'ils vont signer les papiers pour transférer vos biens. Je souris en regardant la mer de Normandie depuis la fenêtre de mon refuge secret. Les vagues se brisaient contre les rochers avec une fureur que je comprenais parfaitement. Qui sera là? Antoine, Julien, Céline, et ils ont aussi invité Bernard, votre frère aîné. Apparemment, ils veulent des témoins familiaux pour que tout ait l'air légal et transparent. Maître Dubois rit ironiquement. L'avocat qu'ils ont engagé sera également là, un certain maître Renard, qui a la réputation d'être, disons, éthiquement flexible. Bernard. Mon frère aîné qui avait toujours envié mon succès dans les affaires. Depuis que j'avais hérité de la maison familiale il y a 15 ans, il avait essayé plusieurs fois de me convaincre de la vendre et de partager l'argent. Bien sûr, il serait là comme un vautour, sentant une carcasse. Et notre plan? Parfait, j'arriverai à 10h30 quand ils seront tous réunis et se sentiront confiants. J'ai tous les documents originaux, les enregistrements que nous avons faits l'année dernière et la surprise spéciale que nous avons préparée. La surprise spéciale. Une vidéo que j'avais enregistrée il y a 2 ans quand j'avais senti que ce jour pourrait venir. Dedans, j'expliquais mes raisons en détail, mes vrais plans, et révélais des secrets sur mes enfants qu'ils pensaient enterrés pour toujours. Marie sera avec moi, ajoutai-je, regardant mon amie fidèle qui préparait du café dans la cuisine avec l'aisance de quelqu'un qui n'était jamais parti. Elle a des informations qui seront très éclairantes. Excellent. Plus nous avons de témoins crédibles, mieux c'est. Êtes-vous sûr de vouloir faire cela? Une fois que nous commençons, il n'y a pas de retour en arrière. Je pensais au sourire faux de Céline, aux mensonges d'Antoine, à la cupidité de Julien. Je pensais aux années que j'avais sacrifiées pour construire un avenir pour des enfants, qui ne voyaient en ma mort que comme une opportunité commerciale. Je n'ai jamais été aussi sûre de quelque chose dans ma vie. Cette nuit-là, Marie et moi restâmes éveillés tard, nous remémorant les vieux temps et planifiant l'avenir. Elle me raconta ce qu'avait été sa vie après que mes enfants l'aient licenciée. J'ai trouvé un emploi avec une famille dans la ville, raconta-t-elle pendant que nous buvions du thé à la camomille, mais je n'ai jamais cessé de penser à vous. Chaque mois, je venais vérifier cette maison pour m'assurer que tout était en ordre pour votre retour. Comment saviez-vous que je reviendrais? Parce que je vous connais, Madame Beaumont. Vous n'êtes pas du genre à abandonner. Et parce qu'il y a 5 ans, quand vous avez commencé à soupçonner vos enfants, vous m'avez demandé de garder cela secret. Vous m'avez dit, si je disparais un jour, cherchez-moi ici en premier. Elle avait raison, j'avais commencé à sentir la trahison il y a des années quand j'avais remarqué des regards étranges entre mes enfants, des conversations qui s'arrêtaient quand j'entrais dans une pièce, des questions trop spécifiques sur mes finances. Il y a autre chose que vous devriez savoir, continua Marie, son expression devenant sérieuse. Il y a 3 mois, Céline est venue me voir. Elle ne voulait pas seulement des informations sur vos propriétés, elle a aussi posé des questions sur votre santé mentale, sur si j'avais remarqué des signes de démence ou de confusion. Mon sang se glaça. Qu'avez-vous dit? Je lui ai dit que vous étiez la femme la plus vive que je connaisse, que votre esprit était comme un piège d'acier. Elle était très contrariée quand je ne lui ai pas donné la réponse qu'elle espérait.
Bien sûr, ils avaient besoin de construire un dossier d'incompétence mentale pour justifier leur vol. Ils avaient planifié chaque détail de ma destruction, des somnifères aux questions répétées sur l'heure. Mais il y a plus. Marie se leva et apporta une petite boîte du placard. J'ai trouvé ceci dans la poubelle de votre maison le jour où ils m'ont licencié. Elle ouvrit la boîte et mon cœur s'arrêta. À l'intérieur se trouvaient toutes les lettres qu'Henri m'avait écrites pendant nos fiançailles. Des lettres d'amour que j'avais chéries pendant 50 ans. Des lettres qui avaient mystérieusement disparu de ma chambre le mois dernier. Ils les ont jetées, murmura Marie comme si c'était des ordures. Les lettres d'amour de votre mari traitées comme des déchets. Je les pris avec des mains tremblantes. Le papier jauni conservait encore la faible odeur de l'eau de Cologne qu'Henri avait l'habitude de porter. Chaque lettre était un souvenir, chaque mot une promesse tenue, et mes enfants les avaient jetées comme si elles n'avaient aucune valeur. Pourquoi feraient-ils cela? Parce que tout ce qui représente le véritable amour les dérange, répondit Marie avec une sagesse qui vient d'années d'observation de la nature humaine. Votre amour pour votre mari, votre générosité envers eux, votre travail pour construire un avenir, tout cela leur rappelle ce dont ils sont incapables de ressentir. Cette nuit-là, je ne pus dormir. Je relus chacune des lettres d'Henri, me souvenant de l'homme qui m'avait aimé pour qui j'étais, pas pour ce que je possédais. Il avait construit la première entreprise avec moi, célébré chaque succès et m'avait consolé dans chaque échec. Marguerite, avait-il écrit dans l'une de ses dernières lettres, tu es plus forte que tu ne le penses. Si je ne suis plus là un jour, souviens-toi que ta valeur n'est pas dans ce que tu as, mais dans ce que tu donnes. Et si quelqu'un essaie de te prendre cela, tu te bats. Tu te bats avec toute la fureur d'une femme qui connaît sa valeur, ma valeur. Pendant des mois, j'avais permis à mes enfants de me faire sentir inutile, confuse, incapable. J'avais joué le rôle de la vieille femme vulnérable parce qu'une partie de moi voulait croire qu'ils me protégeraient. Mais Henri avait raison, ma valeur ne dépendait pas de leur amour ou de leur respect, elle dépendait de moi. À 8 heures du matin, Maître Dubois appela pour confirmer les derniers détails. Vos enfants sont très nerveux, rapporta-t-il avec amusement. Apparemment, ils ont appelé la police toute la nuit pour signaler votre disparition. Ma disparition? Bien sûr. Vous êtes censée être sénile et confuse, vous vous souvenez? Une femme dans votre état ne peut pas simplement disparaître sans aide. Ils construisent le dossier selon lequel quelqu'un vous a kidnappé ou manipulé. L'ironie était parfaite. Pendant qu'il signalait toute ma disparition comme une victime, j'orchestrais mon retour comme une vengeresse. Êtes-vous prête? Demanda Maître Dubois. Je regardais les lettres d'amour d'Henri. Je regardais Marie qui préparait ma meilleure robe noire. Je regardais la mère qui avait été témoin de mes premiers rêves. J'avais passé 72 ans à apprendre qui j'étais vraiment. Il était temps de leur enseigner la leçon la plus importante de leur vie. Je suis prête à récupérer ce qui m'appartient. Le trajet de retour ressemblait à une procession triomphale. Marie était assise à côté de moi, silencieuse, mais aussi ferme qu'un gardien. Maître Dubois suivait dans sa voiture, transportant les documents qui allaient tout changer. Et moi, vêtue comme la PDG que j'avais toujours été, préparée pour la réunion d'affaires la plus importante de ma vie, la réunion où j'allais enseigner à mes enfants la différence entre une vieille femme impuissante et une femme avec 72 ans d'expérience à détruire ceux qui la sous-estiment. Le taxi s'arrêta à un pâté de maison de chez moi. Je pouvais voir plusieurs voitures garées devant, la BMW grise d'Antoine, la Mercedes blanche de Julien et une voiture inconnue que je supposais appartenir à l'avocat corrompu qu'ils avaient engagé. Le camion rouge de Bernard était également là, confirmant que mon frère était venu rejoindre le festin. Êtes-vous sûr de vouloir faire cela? Demanda Marie pour la troisième fois, bien que ses yeux brillaient d'une détermination qui disait le contraire, plus sûr que jamais. Maître Dubois était arrivé 10 minutes avant nous et attendait dans sa voiture, révisant les documents une dernière fois. Je m'approchai de sa fenêtre et il la baissa avec un sourire qui promettait la justice. Tout est prêt, dit-il, me montrant un enregistreur numérique. J'ai les confessions que nous avons enregistrées l'année dernière quand vous soupçonniez que cela pourrait arriver. J'ai aussi les copies certifiées de tous les vrais documents, pas les faux, qu'ils pensent exister. Enregistrer les confessions avait été mon idée, une sorte d'assurance contre la trahison que je sentais venir. Dans ces enregistrements, Antoine et Julien admettaient ouvertement qu'ils attendèrent ma mort pour hériter, qu'ils considérèrent mes propriétés comme les leurs par droit et qu'ils me voyaient comme un obstacle ennuyeux à leur plan. Et la vidéo? Chargée et prête. Quand le moment viendra, j'appuierai sur lecture et leurs propres mots les détruiront. Je marchais vers ma maison avec des pas qui résonnaient comme des coups de marteau sur le trottoir. C'était étrange de voir ma propre maison comme un territoire ennemi, mais c'était exactement ce qu'elle était devenue. Les envahisseurs avaient pris mon château, croyant que la reine avait fui pour toujours. Une erreur fatale. Je sonnais à la porte de ma propre maison. Le symbolisme était parfait. Ils avaient pris le contrôle de ma vie si complètement que je devais demander la permission d'entrer dans ma propre maison. Céline ouvrit la porte, son visage traversa une séquence fascinante d'émotions. Surprise, peur, calcul rapide, et finalement ce faux sourire que je connaissais si bien. Marguerite, mon Dieu, nous étions si inquiets.
s'exclama-t-elle, avec une performance digne d'un Oscar. Où étiez-vous? Nous avons appelé la police, vérifié les hôpitaux. Je réfléchissais, répondis-je simplement, entrant dans ma maison comme si je la voyais pour la première fois. Et je prenais des décisions importantes. Antoine accourut du salon, suivi de Julien et Bernard. Leurs visages montraient un mélange de soulagement et de panique qui était délicieux à regarder. Maman, tu nous as fait une peur terrible, dit Antoine, essayant de me serrer dans ses bras. Je reculai doucement mais fermement. Inquiète pour moi ou inquiète pour vos plans demandai-je d'une voix calme. Le silence qui suivit était si épais que je pouvais le sentir pressé contre ma peau. Julien s'éclaircit la gorge nerveusement tandis que Céline échangeait des regards rapides avec Antoine. Je ne sais pas de quoi tu parles, marmonna Julien, mais sa voix tremblait d'une manière qui le trahissait complètement. Je pense que tu sais exactement de quoi je parle. Juste à ce moment, Maître Dubois frappa à la porte. L'avocat qu'ils avaient engagé se leva de la table de la salle à manger, où ils avaient étalé tous les papiers pour le transfert frauduleux de mes propriétés. Qui est-ce demanda Maître Renard, un petit homme avec une moustache qui avait l'air aussi nerveux que mes enfants. Mon représentant légal, annonçai-je, ma voix coupant l'air comme du verre. Maître Georges Dubois, spécialiste de la fraude aux personnes âgées et de la protection des actifs. La couleur disparut des visages de mes enfants. Bernard recula d'un pas, regrettant clairement son implication dans cette farce. Maître Dubois entra avec Marie à ses côtés, portant une mallette que je savais contenir la destruction complète de leur plan. Il se présenta cordialement à Maître Renard, qui commença immédiatement à transpirer abondamment. Madame Beaumont, dit Maître Dubois formellement, je comprends qu'il y a des documents qui nécessitent votre signature pour transférer vos propriétés à vos enfants. C'est exact, confirmai-je, observant Antoine essayer de reprendre son sang-froid. Parfait. Mais avant de procéder, je dois vérifier quelques détails légaux. Maître Dubois ouvrit sa mallette et sortit un dossier épais. Par exemple, je dois confirmer que vous êtes mentalement compétente pour prendre cette décision. Bien sûr qu'elle est compétente, intervint Céline beaucoup trop rapidement. C'est juste que parfois elle est un peu confuse à cause de son âge. Intéressant. Maître Dubois sourit comme un requin qui a senti le sang. Parce que j'ai ici un rapport médical très récent du docteur Moreau confirmant que Madame Beaumont est en excellente santé mentale et a la pleine capacité de prendre des décisions. Je sortis le rapport de mon sac, je l'avais obtenu 2 jours avant ma disparition, anticipant exactement cette situation. J'ai aussi ici, continua Maître Dubois, des enregistrements très intéressants qui ont été faits dans cette maison, même il y a exactement un an. La couleur disparut complètement des visages de mes enfants. Antoine agrippa le dossier d'une chaise comme s'il allait s'évanouir. Je ne sais pas de quoi vous parlez, mentit Julien, mais sa voix n'était qu'un murmure. Maître Dubois appuya sur lecture sur son enregistreur. La voix d'Antoine remplit la pièce avec une clarté cristalline. Espérons qu'elle meure bientôt. J'en ai marre de faire semblant de m'en soucier. Dès qu'elle sera sous terre, nous vendons tout et partageons l'argent. La voix de Julien suivit. Tout ce dont nous avons besoin est de trouver un moyen de la déclarer incompétente. Après ça, ce sera facile de prendre le contrôle de tout. Et finalement, la voix de Céline. Ce n'est qu'une vieille femme têtue. Si elle ne coopère pas, nous la mettons dans la maison de retraite la moins chère que nous pouvons trouver. Et c'est tout. Le silence qui suivit était sépulcral. Bernard me regardait avec une horreur authentique, réalisant clairement dans quel type de conspiration il s'était retrouvé. Ces enregistrements sont sortis de leur contexte, balbutia Antoine, mais il n'y avait plus aucune conviction dans sa voix. Hors contexte? Maître Dubois rit sans humour. J'ai 3 heures d'enregistrements similaires, tous faits avec la connaissance et le consentement de votre mère, car elle soupçonnait vos intentions depuis des années. Marie s'approcha de la table et rassembla tous les faux documents qu'ils avaient préparés. Elle les révisa un par un avec l'autorité de quelqu'un qui connaissait chaque détail de mes vrais papiers. Ces documents sont frauduleux, annonça-t-elle. Les signatures sont falsifiées et plusieurs des actifs mentionnés ici n'existent même pas dans les registres officiels. C'est impossible, protesta Maître Renard, mais il rassemblait déjà ses affaires, voulant clairement fuir la situation. C'est très possible quand quelqu'un planifie depuis des années de voler sa propre mère, dis-je finalement, ma voix remplie d'une autorité qui avait été dormante trop longtemps. Et c'est particulièrement possible quand cette mère est beaucoup plus intelligente que vous ne l'avez jamais imaginé. Maître Dubois sortit alors l'enveloppe contenant la vidéo que j'avais enregistrée il y a 2 ans. La vidéo où je révélais non seulement mes vrais plans, mais aussi des secrets sur mes enfants qui les détruiraient complètement. Maintenant, dis-je, m'asseyant à ma propre table comme la PDG que j'avais toujours été, il est temps de parler des conséquences de trahir la femme qui vous a donné la vie. Leurs visages étaient de parfaits portraits de terreur absolue, et je ne faisais que commencer. Asseyez-vous, vous tous, ordonnai-je d'une voix qui ne permettait aucune discussion. Il est temps pour vous d'entendre des vérités que vous avez évitées pendant des années. Antoine, Julien et Céline s'installèrent dans leurs chaises, comme des étudiants punis. Bernard resta debout, clairement mal à l'aise avec son implication.
Maître Renard avait essayé de s'éclipser, mais Maître Dubois avait discrètement bloqué sa sortie. D'abord, commençai-je, marchant devant eux comme un procureur devant un jury. Parlons des vrais chiffres. Vous croyez que ma succession vaut environ 1,5 million d'euros? Je les vis échanger des regards nerveux. Ils avaient fait leurs calculs en secret, croyant que je n'avais aucune idée de la vraie valeur de mes propriétés. Vous vous trompez de plus de 3 millions. Le silence était absolu. Même Marie me regardait avec surprise, bien qu'elle sache que j'avais des secrets dans mes secrets. Ma véritable valeur nette, continuai-je, savourant chaque seconde de leur choc, incluant les propriétés que vous ne connaissez pas, les investissements internationaux et les entreprises que j'ai gérées discrètement pendant des décennies, dépasse 5 millions d'euros. Céline devint blanche comme un drap. Antoine agrippa les accoudoirs de sa chaise, comme si le monde tremblait sous lui. 5 millions murmura Julien, sa voix se brisant. 5,2 millions pour être exact. De l'argent que vous pensiez pouvoir voler pendant que je jouais avec des aiguilles à broder dans une institution déplorable. Maître Dubois ouvrit son ordinateur portable et projeta une présentation sur le mur. C'était un résumé détaillé de toutes mes propriétés. Investissements et comptes bancaires. Les chiffres apparaissaient un par un, chaque montant frappant mes enfants comme une gifle financière. Maison principale à Paris, 600 000 haies. Maison de Normandie, 450 000 haies. Appartement à Cannes, 300 000 haies. Mais ce n'était que le début. Les diapositives suivantes révélaient des propriétés qu'ils n'avaient jamais imaginées. 2 appartements à Lyon, un petit hôtel à Nice, des investissements dans des fonds de croissance, des actions dans 3 entreprises technologiques et des comptes dans des banques en Suisse et à Monaco. Comment? Antoine ne put terminer la question. Comment une femme sénile et confuse a-t-elle réussi à accumuler une telle fortune sans que vous le remarquiez? Je souris avec la satisfaction de quelqu'un qui avait planifié ce moment pendant des années. Très simple. Vous avez complètement sous-estimé votre mère. Marie s'avança et plaça un dossier supplémentaire sur la table. Il y a aussi les entreprises que Madame Beaumont a dirigées discrètement. Un cabinet de conseil immobilier, 2 sociétés d'investissement et le projet qui lui tient le plus à cœur. Quel projet demanda Céline, sa voix étranglée. C'était ma partie préférée, le moment où je révélais le rêve que j'avais secrètement construit pendant une décennie. La maison de l'espoir, annonçai-je, observant leur visage confus. Un complexe résidentiel et de services pour les femmes âgées qui ont été abandonnées par leur famille, des femmes dont les enfants les voient comme des fardeaux plutôt que comme des êtres humains. Maître Dubois changea la diapositive et un rendu architectural spectaculaire apparut. Un magnifique complexe avec des jardins, une bibliothèque, des ateliers d'art, des cliniques médicales et des appartements dignes pour 200 résidentes. Le terrain est déjà acheté, continuai-je. Les permis sont approuvés. La construction commence le mois prochain. Et vous, mes chers enfants, venez de devenir l'inspiration principale de ce projet. Je ne comprends pas, murmura Julien. Chaque fois que vous m'avez traité comme une vieille femme inutile, chaque fois que vous avez parlé de moi comme si j'étais un vieux meuble, chaque fois que vous avez planifié mon avenir sans me consulter, j'ai ajouté un service à la Maison de l'Espoir. Grâce à vous, ce sera le meilleur centre de ce type dans tout le pays. Bernard parla finalement. Marguerite, je ne savais rien de tout cela. Je pensais que c'était juste une réunion de famille normale. Je sais, Bernard. C'est pourquoi tu n'as pas de problème juridique. Mais eux, je pointai mes 3 enfants au cœur noir. Ils vont faire face aux conséquences complètes de leurs actions. Maître Dubois prit la parole. Tenter de frauder une personne âgée est un crime fédéral. Falsifier des documents est un autre crime fédéral. Conspirer pour faire déclarer quelqu'un incompétent sans motifs médicaux en est un autre. Nous parlons de multiples accusations qui pourraient entraîner plusieurs années de prison. Vous ne pouvez pas nous faire ça, explosa Antoine, se levant brusquement. Nous sommes votre famille. Nous sommes vos enfants. Exactement, répondis-je, ma voix glaciale. Vous êtes mes enfants, et cela rend votre trahison infiniment plus douloureuse et plus impardonnable. Je m'approchai d'Antoine jusqu'à me tenir juste devant lui, le forçant à me regarder dans les yeux. Je t'ai offert une éducation universitaire qui a coûté 80 000 euros. Je t'ai aidé avec la compte de ta première maison, 50 000 euros. Je t'ai prêté de l'argent pour ton entreprise que tu n'as jamais remboursé, 30 000 euros. Je t'ai donné mon amour inconditionnel pendant 45 ans. Et c'est ainsi que tu me remercies? Je me tournai vers Julien. J'ai payé les factures médicales quand ton fils avait la leucémie, 100 000 euros. Je t'ai aidé lors de ton divorce, 40 000 euros en frais d'avocat. Je t'ai laissé vivre dans ma maison pendant 2 ans quand tu as perdu ton emploi. Je t'ai donné mon soutien émotionnel quand personne d'autre ne croyait en toi. Et c'est ainsi que tu me remercies? Finalement, je fis face à Céline. Je t'ai accueillie comme une fille quand tu as épousé Julien. Je t'ai défendue quand le reste de la famille te critiquait. Je t'ai incluse dans mon testament alors que tu n'étais même pas de mon sang. Je t'ai traitée avec plus d'amour et de respect que tes propres parents ne t'en ont donné. Et c'est ainsi que tu me remercies? Les larmes coulèrent sur mes joues, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse.
C'étaient des larmes de libération d'une femme se permettant enfin de ressentir toute la rage qu'elle avait retenue. Pendant des mois, je vous ai laissé me faire sentir inutile. J'ai simulé la confusion quand vous vouliez que je sois confuse. J'ai agi comme la vieille femme vulnérable dont vous aviez besoin pour justifier vos plans. Mais tout était un acte, tout était un test que vous avez échoué de manière spectaculaire. Marie plaça le document final sur la table. Mon vrai testament, celui qui comptait vraiment. Ceci est mon véritable testament, annonçai-je. Il a été rédigé il y a 3 ans et mis à jour il y a 6 mois quand vos plans sont devenus plus évidents. Antoine essaya de s'approcher pour le lire, mais Maître Dubois le bloqua. Dans ce testament, continuai-je, Antoine hérite de 5 000 euros. Julien hérite de 5 000 euros. Céline n'hérite de rien car légalement elle n'est pas ma famille et elle a prouvé qu'émotionnellement elle ne l'est pas non plus. 5 000 cria Julien. C'est impossible, nous sommes tes seuls enfants. Le reste de ma succession, continuai-je impitoyablement, 4 990 000 euros sera divisé entre la maison de Mahomet, l'Espoir, 3 associations caritatives qui protègent les personnes âgées, et Marie qui a montré plus de loyauté en 30 ans d'amitié que vous n'en avez montré en une vie en tant que mes enfants. Céline commença à pleurer, mais ses larmes ne me touchèrent plus. Antoine frappa du poing sur la table de frustration. Julien s'enfonça dans sa chaise comme s'il avait vieilli de 10 ans en 10 minutes. Mais il y a un moyen, dis-je finalement, les regardant s'accrocher à ce dernier brin d'espoir. Quel moyen demanda Antoine désespérément. Travailler pour le mériter. La maison de l'espoir a besoin d'administrateurs, elle a besoin de personnel dévoué, elle a besoin de personnes qui comprennent la valeur de la dignité humaine. Si vous pouvez prouver au cours des 5 prochaines années que vous vous souciez vraiment de quelque chose de plus que l'argent, si vous pouvez prouver que vous comprenez le mal que vous m'avez causé et que vous êtes prêt à le réparer, alors nous pourrons parler d'héritage. 5 ans, murmura Julien. 5 ans à travailler sans salaire à la maison de l'espoir. 5 ans à prouver que vous pouvez valoriser les personnes âgées comme des êtres humains, pas comme des obstacles. 5 ans à prouver que vous méritez d'être appelés mes enfants. Le silence s'étira pendant plusieurs minutes. Je pouvais voir leurs esprits travailler, calculer, évaluer des options qui n'existaient plus. Et si nous refusons demanda Céline avec défi. Maître Dubois sourit. Alors vous ferez face aux accusations criminelles de fraude et de tentative d'escroquerie, et vous perdrez toute possibilité d'héritage pour toujours. C'était un ultimatum parfait. Justice avec possibilité de rédemption, punition avec opportunité de croissance. Exactement ce qu'une mère devrait donner. Conséquences avec amour, limites avec espoir. Le choix vous appartient, conclus-je. Vous pouvez partir maintenant et ne plus jamais me revoir, ou vous pouvez rester et commencer le long chemin pour regagner mon respect et votre propre dignité. Vos prochains mots détermineront si j'ai encore des enfants ou juste des étrangers qui partagent mon sang. Le silence s'étira comme une toile invisible entre nous. Je pouvais voir les rouages tourner dans leurs esprits, calculant les pertes et les gains, la fierté contre la survie économique. C'était fascinant de regarder mes propres enfants réduire notre relation vieille de décennies à une simple équation mathématique. Antoine fut le premier à parler, sa voix contenant une émotion retenue. Maman, nous n'avons jamais vraiment voulu te faire du mal. Nous pensions juste qu'il valait mieux que je sois enfermée à broder pendant que vous dépensiez mon argent, l'interrompis-je, qu'une femme de 72 ans n'avait pas le droit de décider de sa propre vie. Ce n'était pas comme ça, protesta faiblement Julien. Nous voulions juste nous assurer que tu étais en sécurité, prise en charge. Menteur. Le mot sortit de ma bouche comme une balle. Vous vouliez vous assurer que vos comptes bancaires sont chez moi remplis. La seule sécurité qui vous préoccupait était financière. Céline essuya ses larmes avec le dos de sa main, maculant son maquillage coûteux. Alors, qu'est-ce que nous sommes censés faire maintenant? Comment sommes-nous censés survivre sans argent, terminai-je pour elle. Exactement de la même manière que des millions de personnes survivant chaque jour, en travaillant, en gagnant leur vie par leur propre effort, au lieu d'attendre que quelqu'un meure pour financer leur vie. Maître Dubois avait observé en silence, prenant des notes mentales de chaque réaction. Maintenant, il parla d'un ton professionnel. Vous avez 24 heures pour prendre une décision. Si vous choisissez le programme de réhabilitation à la Maison de l'Espoir, vous commencerez demain matin. Si vous choisissez de partir, j'ai l'ordre de procéder immédiatement avec les accusations criminelles. Demain matin, pâlit Antoine. Mais nous avons des emplois, des responsabilités. Vous aviez des emplois, corrigeai-je. Maintenant, vous avez une chance de rédemption qui, franchement, vous ne méritez pas. Je marchais vers la fenêtre, regardant le jardin que j'avais entretenu pendant des décennies. Les roses que j'avais plantées fleurissaient encore, inconscientes du drame humain qui se déroulait derrière elles. La nature avait cette sagesse. Elle poussait, elle s'épanouissait, elle créait la beauté indépendamment des trahisons ou des déceptions. Savez-vous quelle a été la partie la plus douloureuse de tout cela demandai-je sans me retourner.
Ce n'était pas de découvrir que vous planifiez de me voler. Ce n'était pas de vous entendre compter mon argent comme des vautours. La partie la plus douloureuse était de réaliser que vous ne m'avez jamais vraiment connue. Je me retournai vers eux, observant leur visage confus. Pendant 72 ans, j'ai été une femme qui se bat, qui construit, qui rêve. J'ai commencé avec 5 000 € et les ai transformés en plus de 5 millions. J'ai bâti un empire immobilier sans l'aide de personne. J'ai navigué dans un monde des affaires dominé par les hommes et j'en suis sortie victorieuse. J'ai élevé 2 enfants tout en gérant des propriétés et en faisant des investissements. Ma voix s'éleva, remplie de décennies de réalisations qu'ils avaient systématiquement ignorées. Et vous m'avez réduite à une vieille femme confuse qui avait besoin de cours de broderie. Vous m'avez vue comme un obstacle au lieu de la femme qui a construit tout ce que vous vouliez hériter. Marie s'approcha et posa une main sur mon épaule. Sa présence me calma, me rappelant que toutes les relations ne sont pas basées sur la convenance. Y a-t-il autre chose que vous devriez savoir continuai-je, retournant à ma chaise. La Maison de l'Espoir n'est pas seulement un projet caritatif, c'est mon véritable héritage. C'est la preuve qu'une femme âgée peut changer le monde au lieu d'attendre simplement la mort dans une chambre qui sent le désinfectant. Maître Dubois changea la présentation sur son ordinateur portable, montrant les plans détaillés du centre. C'était magnifique. Des bâtiments modernes entourés de jardins, des espaces pour l'art et la musique, une bibliothèque spécialisée, des cliniques médicales et des appartements qui ressemblaient vraiment à des maisons. 200 femmes y vivront, expliquai-je. Des femmes qui ont été abandonnées par des familles cupides, des femmes qui ont tout perdu dans des divorces tardifs, des femmes qui ont simplement besoin d'un endroit pour vieillir dans la dignité. C'est impressionnant, admit Bernard, qui était resté silencieux pendant la confrontation. Quand prévoyez-vous d'ouvrir? La construction commence dans 6 semaines. La première phase sera prête dans 18 mois. Et si mes enfants décident de participer à leur rédemption, ils aideront à la construire. Quel genre de travail devrions-nous faire demanda prudemment Julien. Tous les types de travail, répondit Marie avant que je puisse le faire. Nettoyage, jardinage, administration, soins aux résidentes, du vrai travail, du travail honnête, du travail qui vous enseignera la valeur de servir au lieu d'être servi. Mais nous ne savons pas faire ce genre de travail, protesta Céline. Vous apprendrez, dis-je simplement, de la même façon que j'ai appris à faire des affaires quand j'avais votre âge, de la même façon que j'ai appris à investir en bourse quand j'avais 50 ans, de la même façon que j'ai appris à utiliser les ordinateurs quand j'avais 60 ans. La différence, c'est que je l'ai fait par ambition et croissance. Vous le ferez pour la survie et la rédemption. Antoine se leva et commença à faire les 100 pas dans la pièce, ses mains tremblant légèrement. C'est surréaliste. Il y a 2 jours, nous pensions il y a 2 jours, vous pensiez être les bénéficiaires d'un héritage de plusieurs millions, terminai-je. Maintenant, vous savez que vous êtes les protagonistes d'une leçon sur les conséquences de la trahison familiale. Et si nous le faisons demanda Julien. Si nous travaillons dans votre centre pendant 5 ans, changerez-vous vraiment le testament? La question que j'attendais. La question qui déterminerait si c'était de la justice ou de la vengeance. Si pendant 5 ans, vous démontrez que vous pouvez valoriser les personnes pour qui elles sont au lieu de ce qu'elles possèdent, si vous apprenez à donner au lieu de seulement prendre, si vous montrez le genre de caractère que j'avais espéré avoir élevé en vous, alors oui, je modifierai le testament. Combien demanda Céline, toujours directe quand il s'agissait d'argent. Assez pour que vous viviez confortablement, mais pas assez pour que vous redeveniez les personnes cupides que vous êtes maintenant. Disons 500 000 € chacun. 500 000 €. Une fortune pour la plupart des gens, mais seulement une fraction de ce qu'ils avaient prévu de voler. C'était suffisant pour récompenser une vraie croissance, mais pas assez pour éliminer le besoin de continuer à travailler et à grandir. Et le reste demanda Antoine. Restera avec la Maison de l'Espoir pour toujours pour s'assurer que des femmes comme moi ne soient plus jamais traitées comme des fardeaux ou des inconvénients par leur propre famille. Maître Dubois ferma son ordinateur portable avec un clic définitif. Comme je l'ai dit, vous avez 24 heures pour décider. Demain à 10 heures du matin, soit vous arrivez sur le site de construction de la Maison de l'Espoir, prêts à travailler, soit je dépose les accusations criminelles auprès du procureur. Il se leva pour partir, mais avant de sortir, il ajouta: et ne vous donnez pas la peine de chercher d'autres avocats. J'ai des copies de toutes les preuves dans plusieurs endroits. Ce n'est pas une négociation, c'est un ultimatum. Après le départ de Maître Dubois, nous restâmes assis en silence. Le poids de la décision remplissait la pièce comme une fumée toxique. Nous ferais-tu vraiment arrêter demanda Antoine d'une petite voix. Prévoyez-vous vraiment de me mettre dans une maison de retraite pendant que vous vendiez mes propriétés rétorquai-je. Touché. Marie vint à mes côtés. Madame Beaumont, êtes-vous sûre de vouloir leur donner cette chance après tout ce qu'ils ont fait? J'en suis sûre, répondis-je, bien que mon cœur saignait encore. Parce qu'au bout du compte, ce sont toujours mes enfants, et une mère n'arrête jamais d'espérer que ses enfants deviennent les personnes qu'elle a toujours cru qu'ils pouvaient être. C'était mon dernier pari, mon dernier espoir que le sang puisse être plus fort que la cupidité.
Demain, je saurai si j'avais élevé des enfants ou des étrangers. Le lendemain matin me trouva éveillée avant l'aube, préparant du café dans la cuisine où mes enfants avaient célébré ma prétendue démence avec du champagne bon marché. Marie avait passé la nuit dans la chambre d'amis et ensemble nous regardâmes le ciel passer du noir au gris, attendant de voir quelle décision mes enfants avaient prise. Pensez-vous qu'ils viendront demanda Marie, versant du café dans les tasses en porcelaine que j'avais héritées de ma mère. Honnêtement, je ne sais pas. Une partie de moi espère qu'ils le feront. Une partie de moi espère qu'ils ne le feront pas. Et je ne suis pas sûre de quel espoir est le plus fort. À 8 heures, mon téléphone sonna. C'était Maître Dubois. Bonjour. Marguerite, prête pour le premier jour d'école? Aussi prête qu'on peut l'être pour découvrir si j'ai encore des enfants ou juste des étrangers qui partagent mon ADN. Je suis sur le site depuis 7 heures à tout préparer. Les contremaîtres ont été informés de la situation spéciale avec les nouveaux volontaires. Volontaire, une façon élégante de décrire des personnes travaillant pour éviter la prison. Un signe d'eux? Pas encore, mais il reste encore 2 heures. Marie et moi arrivâmes sur le site de construction de la Maison de l'Espoir à 9h30. C'était la première fois que je voyais le terrain depuis le début des travaux préparatoires, et une vague d'émotion me submergea. Le voilà, mon rêve prenant forme physique. Des tracteurs déplaçant la terre ou des jardins thérapeutiques pousseraient bientôt. Des ouvriers marquaient les fondations ou s'élèveraient les bâtiments abritant des femmes qui avaient été jetées par leur propre famille. C'est magnifique, murmura Marie, prenant mon bras alors que nous marchions sur le terrain. C'est l'espoir, corrigeai-je. C'est la preuve qu'il n'est jamais trop tard pour commencer quelque chose de nouveau, pour changer le monde, pour montrer que les femmes âgées ne sont pas des rebuts à jeter. Maître Dubois s'approcha avec un presse-papier et un casque de chantier jaune. Tout est prêt. S'ils se présentent, ils commenceront par des tâches de base. Déblayer la zone, organiser les matériaux, aider les ouvriers avec le travail manuel. Et s'ils ne viennent pas? J'ai un rendez-vous à 11 heures avec le procureur. 9h55, 9h57, 9h59. À exactement 10 heures, un taxi s'arrêta à l'entrée du site. Mon cœur battait si vite que je pensais qu'il allait bondir hors de ma poitrine. Antoine sortit en premier, vêtu d'un vieux jean et d'un t-shirt que je n'avais pas vu depuis des années. Julien suivit en vêtements de travail qu'il avait clairement acheté la veille au soir. Finalement, Céline émergea du taxi en tenue de sport, ses cheveux tirés en une queue de cheval simple. Ils avaient l'air vulnérables, effrayés, humains. Ils marchèrent vers nous avec des pas lents, comme des condamnés se dirigeant vers l'échafaud. Quand ils furent assez proches, je pus voir qu'aucun d'eux n'avait bien dormi, leurs yeux étaient sur rouge, leurs visages émaciés d'une nuit de décisions impossibles. Nous sommes là, dit simplement Antoine. Je vois ça, répondis-je, gardant ma voix neutre, bien que mon cœur faisait des acrobaties émotionnelles. Nous avons décidé. Julien s'éclaircit la gorge. Nous avons décidé que nous voulons essayer. Nous voulons essayer de réparer les choses. Êtes-vous sûr? Parce qu'une fois que vous commencez, il n'y a pas de retour en arrière. 5 années complètes où vous allez directement en prison. Céline hocha lentement la tête. Nous sommes sûrs. Ou, du moins, nous sommes sûrs de ne pas vouloir aller en prison. Ce n'était pas la motivation la plus noble, mais c'était un début. Maître Dubois s'avança avec 3 casques supplémentaires. Bienvenue à la Maison de l'Espoir. Je suis votre superviseur, et pour les 5 prochaines années, je suis la personne la plus importante dans vos vies après votre mère. Il leur tendit les casques et une feuille avec les règles de base. Heure de travail, 8 piètres à 17 heures. 1 heure pour le déjeuner. Tolérance zéro pour les plaintes ou les attitudes négatives. Évaluation de progrès hebdomadaire. Votre premier superviseur direct sera Marc. Maître Dubois pointa un homme costaud aux mains calleuses et au sourire bienveillant. Il a 30 ans d'expérience en construction et zéro patience pour les princesses ou princes qui n'ont jamais travaillé avec leurs mains. Marc s'approcha et les jaugea du regard expert de quelqu'un qui peut repérer un fainéant à 100 mètres. L'un de vous a déjà fait du travail physique auparavant demanda-t-il. Silence total. Parfait, sourit Marc. Nous commencerons par quelque chose de simple. Vous voyez ce tas de gravats? Il pointa une montagne de béton brisé et de métal rouillé. Il doit être déplacé d'ici à là-bas. Il pointa un endroit à environ 200 mètres. À la main demanda Céline horrifiée. À la main, confirma Marc. Pierre par pierre, morceau par morceau. C'est du travail honnête pour des personnes qui ont besoin de se rappeler la valeur de l'effort. Je les regardais s'approcher du tas de gravats, comme s'ils grimpaient une montagne impossible. Antoine souleva le premier morceau de béton et grimaça immédiatement de douleur. Julien essaya de porter trop de choses à la fois et faillit tomber en arrière. Céline regarda ses mains parfaitement manucurées et soupira avec la résignation de quelqu'un acceptant un destin inévitable. Pendant les 4 heures suivantes, je les regardais travailler. Ce n'était pas joli. Antoine se plaignait constamment de son mal de dos. Julien s'arrêtait toutes les 10 minutes pour reprendre son souffle. Céline cassa 2 ongles dans la première heure et pleura silencieusement pendant 10 minutes supplémentaires.
Mais ils travaillaient. À l'heure du déjeuner, ils s'assirent par terre comme le reste des ouvriers, mangeant des sandwichs basiques et buvant de l'eau tiède d'un thermos partagé. Leurs vêtements étaient sales, leurs mains tachées, leurs visages rouges du soleil et de l'effort. Comment vous sentez-vous demandai-je, m'approchant d'eux pendant leur pause. Comme si nous avions été heurtés par un camion, marmonna Antoine, massant ses épaules. C'est plus dur que nous pensions, admit Julien. Et qu'est-ce que vous pensiez? Que le travail honnête était facile? Que les personnes qui construisent le monde avec leurs mains le font parce que c'est amusant? Céline me regarda, avec des yeux qui montrèrent pour la première fois quelque chose ressemblant à de la compréhension. Je n'y ai jamais pensé. Je n'ai jamais pensé à quel point il devait être difficile de gagner sa vie comme ça. Maintenant, vous savez. Et ce n'est que le premier jour des 1824 prochains. L'après-midi fut encore plus difficile. Leur corps n'était pas habitué au travail physique et chaque mouvement devenait plus difficile. Mais quelque chose d'intéressant commença à se produire vers 15 heures. Ils commencèrent à s'entraider. Antoine porta quelques pierres lourdes que Céline ne pouvait pas déplacer. Julien apporta de l'eau à Antoine quand il vit qu'il se déshydratait. Céline trouva des gants supplémentaires pour Julien quand elle remarqua que ses mains s'écorchaient. De petits actes de considération qu'il ne s'était pas montrés depuis des années. À 17 heures pile, Marc siffla. La première journée est terminée. Demain, nous commençons à 8 heures précises. Soyez en retard et nous recommençons tout depuis le début. Mes enfants marchèrent vers le taxi qu'ils avaient appelé, se déplaçant comme des personnes âgées arthritiques. Avant de monter, Antoine se tourna vers moi. Maman, merci de nous donner cette chance. Je sais que nous ne la méritons pas. Vous ne la méritez pas encore, corrigeai-je. Mais peut-être que dans 1824 jours supplémentaires, vous la mériterez. 4 ans et demi s'étaient écoulés depuis ce premier jour de gravats et de larmes. La maison de l'espoir n'était plus seulement un rêve sur des plans architecturaux, c'était une réalité vibrante, avec 200 femmes vivant des vies pleines et dignes entre ses murs. Je marchais à travers les jardins que mes enfants avaient aidé à planter, observant les résidentes participer à des cours de peinture, des clubs de lecture et des séances de yoga adaptées. Le parfum des roses et du jasmin emplissait l'air, se mêlant au son des rires provenant de la zone d'atelier créatif. Madame Beaumont, me salua Alice, une femme de 80 ans qui était venue au centre après que sa famille l'ait déclarée trop coûteuse à entretenir. Maintenant, elle dirigeait notre programme d'histoire orale et dans d'autres résidentes à documenter leur vie pour les générations futures. Bonjour Alice, comment se passe le projet de mémoire? Incroyable. Nous avons déjà 50 histoires complètes. Des femmes qui étaient infirmières pendant les guerres, des enseignantes qui ont éduqué des générations entières, des mères qui ont élevé 10 enfants tout en travaillant dans des usines, des histoires qui étaient sur le point d'être perdues pour toujours. C'était exactement ce que j'avais envisagé, un endroit où les femmes âgées n'étaient pas vues comme des fardeaux, mais comme des bibliothèques vivantes de sagesse et d'expérience. Avez-vous vu Antoine ce matin demandai-je. Il est dans la cuisine, aidant avec le petit déjeuner spécial pour Carmen. Elle fête ses 90 ans aujourd'hui. Antoine dans la cuisine. Si quelqu'un m'avait dit il y a 5 ans que mon fils préparerait des petits déjeuners pour célébrer les anniversaires de femmes âgées, j'aurais ri jusqu'aux larmes. Maintenant, c'était simplement une partie de qui il était devenu. Je le trouvais en train de décorer un gâteau avec la concentration d'un artiste. Ses mains, maintenant calleuses après des années de travail manuel, manièrent la poche à douille avec une délicatesse surprenante. 90 roses roses ou 90 roses bleues demanda-t-il sans lever les yeux, sachant clairement que c'était moi qui étais entrée. Définitivement rose. Carmen dit que le bleu lui rappelle trop les hôpitaux. Des roses roses alors. Il continua à décorer, ajoutant de petites fleurs en crème, avec une patience qu'il n'avait jamais montrée dans sa vie précédente. Tu sais, Carmen m'a dit hier qu'elle était l'une des premières femmes comptables de sa ville. Elle gérait les finances de 3 grandes entreprises à l'époque où les femmes pouvaient à peine ouvrir un compte bancaire sans l'autorisation de leur mari. Et qu'en penses-tu? Antoine me regarda finalement, ses yeux montrant une profondeur qui n'était pas là il y a 5 ans. Je pense que j'étais un idiot de croire que l'âge déterminait la valeur d'une personne. Carmen en sait plus sur la finance que je n'en ai jamais su après 40 ans dans les affaires. C'était une reconnaissance non seulement de son erreur envers moi, mais de son incompréhension fondamentale de ce que signifie vieillir. Où sont Julien et Céline? Julien est en kinésithérapie avec Mercedes, l'aidant avec ses exercices de rééducation. Céline est au salon de beauté. Le salon de beauté avait été l'idée de Céline pendant sa 2e année. Elle avait remarqué combien de résidentes devenaient déprimées après avoir perdu l'accès aux soins de base. Elle avait donc proposé de créer un espace où elles pourraient maintenir leur dignité personnelle. Maintenant, elle gérait un petit salon où les femmes se faisaient coiffer, recevaient des manucures adaptées et se sentaient belles quel que soit leur âge. Je marchai vers le salon et trouvai Céline massant doucement les mains arthritiques d'une femme que je reconnus comme Myriam, une ancienne professeure qui était venue au centre après que sa fille l'ait abandonnée dans un hôpital public. Est-ce que ça fait mal?
demanda Céline avec une préoccupation sincère. Pas du tout, ma chère, tes mains sont magiques. Mes doigts ne se sont pas sentis aussi bien depuis des années. Céline avait changé physiquement au fil des ans. Elle ne portait plus de maquillage excessif, ni de vêtements de créateur. Sa beauté était plus naturelle maintenant, plus authentique. Mais le changement le plus notable était dans ses yeux. Là où il y avait autrefois de la cupidité, il y avait maintenant de la compassion. Madame Beaumont, me salua-t-elle en me voyant. Êtes-vous ici pour voir le nouveau traitement des mains que j'ai développé pour l'arthrite? Je suis venue vous voir vous, répondis-je honnêtement. Elle rougit légèrement. Au fil des ans, elle avait appris à valoriser la reconnaissance pour son travail, pas pour sa capacité à manipuler les situations. Puis-je vous parler un moment? Elle termina le traitement de Myriam et nous sortîmes dans le jardin. Nous nous assîmes sur un banc surplombant tout le complexe. C'était mon endroit préféré pour réfléchir, où je pouvais voir le fruit de décennies de rêves transformés en réalité. Comment vous sentez-vous? Demandai-je. Fatiguée, admit-elle. Mais c'est une fatigue différente. Avant, j'étais fatiguée de prétendre être quelqu'un que je n'étais pas. Maintenant, je suis fatiguée de travailler dur, mais je dors mieux que jamais. Regrettez-vous quelque chose? Céline resta silencieuse pendant plusieurs minutes, regardant un groupe de résidentes pratiquer le tai chi sur la pelouse. Je regrette d'avoir été si aveugle, répondit-elle finalement. Je regrette de n'avoir vu que l'argent au lieu de la femme extraordinaire qu'il avait gagnée. Je regrette d'avoir essayé de voler au lieu d'essayer d'apprendre. C'étaient des mots que j'avais attendus pendant des années, mais maintenant que je les entendais, je réalisais que je n'en avais plus besoin. Sa transformation les avait rendus inutiles. Et qu'avez-vous appris? Que le respect ne s'hérite pas. Il se gagne, que l'âge apporte la sagesse, pas l'incompétence, que prendre soin des autres est plus satisfaisant que d'être pris en charge par les autres. Elle fit une pause. Et que vous n'étiez pas seulement ma belle-mère riche, vous étiez un exemple de ce qu'une femme peut accomplir si elle n'accepte pas les limitations. Ces derniers mots me frappèrent comme un rayon de soleil après des années de tempête. Julien arriva en courant de la zone de rééducation, clairement excité. Maman, Mercedes a marché 10 pas sans aide, 10 pas entiers. Mon plus jeune fils, qui autrefois ne pouvait montrer d'émotions sincères pour rien d'autre que l'argent, rayonnait à propos du progrès physique d'une femme de 85 ans qui n'était même pas sa parente. Elle dit qu'elle veut marcher jusqu'à sa roseraie la semaine prochaine, continua Julien, essoufflé par la course et l'excitation. Pouvez-vous imaginer, il y a 6 mois, elle pouvait à peine s'asseoir sans aide. Et qu'allez-vous faire pour l'aider à y parvenir? J'ai déjà parlé avec le kinésithérapeute. Nous allons créer un programme de renforcement spécial. Je serai avec elle à chaque séance. Il s'arrêta, réalisant ce qu'il avait dit. Si c'est d'accord avec vous, bien sûr. C'était la première fois en des années qu'il demandait ma permission pour quelque chose qui lui tenait clairement à cœur, pour les bonnes raisons. Cela semble parfait, Julien. Cet après-midi-là, Maître Dubois vint pour notre réunion d'évaluation mensuelle. Nous nous assîmes dans mon bureau au centre, entourés de photographies de résidentes, de certificats de reconnaissance et de lettres de famille reconnaissantes. Comment les évaluez-vous? Demanda-t-il, révisant ses notes des derniers mois. Ils ont changé d'une manière que je ne pensais pas possible, admis-je. Pas seulement dans leur travail ici, mais dans qui ils sont en tant que personnes. Pensez-vous que c'est authentique ou joue-t-il la comédie pour vous impressionner? C'était la question que je m'étais posée pendant des mois. Au début, il jouait certainement la comédie. Mais il y a quelque chose dans le travail ici, dans le fait de prendre soin des autres, qui révèle le véritable caractère d'une personne. On ne peut pas simuler la compassion pendant 4 ans et demi. Alors je pense que mes enfants ont trouvé des versions d'eux-mêmes qu'ils ne savaient pas exister. Des versions que j'aime beaucoup plus que les personnes qu'ils étaient avant. Maître Dubois sourit. Et le testament? Le testament peut attendre encore 6 mois. Je veux voir comment ils gèrent la décision finale. Et quelle décision finale? Dans 6 mois, leur période obligatoire se termine. Ils seront libres de partir et de vivre leur vie comme ils le souhaitent. La vraie question est, resteront-ils parce qu'ils veulent être ici ou partiront-ils parce qu'ils ont purgé leur peine? C'était le test ultime. N'importe qui peut changer temporairement quand il n'a pas d'option. Le véritable caractère se révèle quand les options reviennent. Et s'ils partent, alors je saurai que j'ai fait la bonne chose en changeant mon testament. Et s'il reste, alors je saurai que j'ai finalement récupéré mes enfants. Ce soir-là, je dînais avec Elisa dans la salle à manger communautaire du centre, entourée par le son de conversations joyeuses et de rires de femmes qui avaient retrouvé une nouvelle famille dans leurs années dorées. Êtes-vous nerveuse pour les 6 prochains mois? Demanda Marie. Curieuse, corrigeai-je. Après 76 ans de vie, j'ai appris que les meilleures surprises viennent quand on arrête enfin d'essayer de contrôler le résultat. 6 mois plus tard, le jour que j'attendais depuis 5 ans arriva finalement. C'était une matinée de printemps parfaite, le soleil filtrant à travers les stores de mon bureau alors que je révisais les documents que Maître Dubois avait préparés pour cette occasion spéciale. Le testament modifié reposait sur mon bureau, scellé dans une enveloppe contenant la décision finale sur l'avenir de mes enfants. Mais d'abord, je devais savoir quelle décision ils avaient prise.
À 10 heures du matin, Antoine, Julien et Céline arrivèrent à mon bureau, vêtus de leurs vêtements de travail habituels. Au cours de 5 ans, j'avais appris à lire leurs états émotionnels, à la façon dont ils marchaient. Et aujourd'hui, ils semblaient sereins, déterminés. Bonjour, dis-je, leur faisant signe de s'asseoir. Savez-vous pourquoi vous êtes ici? Parce qu'aujourd'hui marque exactement 5 ans depuis que nous avons commencé à travailler ici, répondit Antoine. Et selon notre accord, aujourd'hui nous sommes libres de partir. Exactement. Votre obligation légale est terminée. Vous ne faites plus face à des accusations criminelles. Vous n'êtes plus obligé d'être ici. Vous êtes complètement libre. Le silence s'étira pendant plusieurs minutes. Je pouvais voir qu'ils s'étaient préparés pour ce moment, qu'ils avaient discuté entre eux de ce qu'ils diraient. Nous avons pris une décision, parla finalement Céline, sa voix ferme mais remplie d'émotion. Je vous écoute. Julien s'éclaircit la gorge. Nous voulons rester, pas parce que nous devons le faire, mais parce que nous voulons le faire. Mon cœur s'arrêta un instant, mais je gardai mon expression neutre. Pourquoi? Parce que cet endroit est devenu notre maison, répondit Antoine. Parce que ces femmes sont devenues notre famille élargie. Parce que le travail que nous faisons ici est le travail le plus important que nous ayons jamais fait de nos vies. Et parce que, ajouta Céline, des larmes commençant à se former dans ses yeux, nous comprenons finalement ce que vous avez essayé de nous enseigner depuis le début, que la vie ne consiste pas à prendre, mais à donner. Je me levai et marchai vers la fenêtre donnant sur les jardins. Je pouvais voir Mercedes marchant lentement mais résolument vers ses roses préférées, exactement comme Julien avait promis qu'elle le ferait. Je pouvais voir Carmen enseignant les mathématiques de base à un groupe de femmes plus jeunes qui étaient récemment arrivées au centre. Et qu'en est-il de vos vies en dehors d'ici? Vos carrières? Vos projets personnels? Nos carrières sont ici maintenant, dit Julien. J'ai étudié la kinésithérapie gériatrique le soir. Je veux être officiellement certifiée pour mieux aider les résidentes. Je me suis inscrite à des cours de psychologie du vieillissement, ajouta Céline. Je veux mieux comprendre comment aider les femmes qui arrivent ici déprimées et effrayées. Et moi, dit Antoine, j'ai travaillé avec Maître Dubois pour apprendre la gestion d'organisations à but non lucratif. Je veux m'assurer que cet endroit fonctionne parfaitement pendant des décennies. J'avais élevé des hommes d'affaires et ils étaient finalement devenus des entrepreneurs sociaux. Il y a autre chose, continua Antoine. Nous avons parlé entre nous et nous voulons faire une proposition formelle. Quel genre de proposition? Nous voulons renoncer officiellement à tout héritage, dit Céline. Nous voulons que tout votre argent reste ici à la Maison de l'Espoir pour toujours. Je me tournai vers eux, véritablement surprise pour la première fois en des années. Êtes-vous sûr de ce que vous dites? Complètement sûr, répondit Julien. Pendant 5 ans, nous avons vu ce que l'argent bien utilisé peut accomplir. Nous avons vu comment cet endroit change des vies, comment il donne de la dignité à des femmes qui avaient perdu tout espoir. Nous ne voulons pas être les héritiers de votre fortune, nous voulons être les gardiens de votre héritage. Les larmes que j'avais retenues pendant 5 ans se libérèrent finalement. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais d'une fierté si profonde qu'elles faisaient mal dans ma poitrine. Savez-vous ce que cela signifie? Demandai-je. Cela signifie que nous travaillerons ici pour le reste de nos vies, pour des salaires modestes, dit Antoine. Cela signifie que nous ne serons jamais riches, mais que nous ferons partie de quelque chose de plus important que l'argent. Cela signifie, ajouta Céline, que nous serons finalement dignes d'être appelés vos enfants. Je marchai vers mon bureau et pris l'enveloppe contenant le testament modifié. Avec des mouvements délibérés, je le déchirai en morceaux devant eux. Qu'est-ce que vous faites? Demanda Julien, confus. Ce testament vous donnait 500 000 euros chacun si vous complétiez les 5 ans. Mais vous venez de prouver que vous n'avez plus besoin de mon argent pour être les personnes que j'ai toujours espéré que vous seriez. Je sortis un autre document de mon tiroir, le testament que j'avais rédigé la semaine précédente, après des mois d'observation de leur transformation authentique. Ceci est mon véritable testament, annonçai-je. Dans celui-ci, Antoine est nommé directeur exécutif de la Maison de l'Espoir, avec un salaire respectable mais pas extravagant. Julien est nommé directeur des programmes de rééducation. Céline est dénommée directrice du bien-être émotionnel et des programmes créatifs. Leurs yeux s'élargirent de surprise. Le reste de ma succession, continuai-je, 4,8 millions d'euros est désigné pour créer un réseau de centres similaires à travers le pays. Vous trois dirigerez cette expansion en vous assurant qu'aucune femme âgée dans ce pays ne doive souffrir ce que j'étais sur le point de souffrir. Un réseau, murmura Antoine. 10 centres dans les 15 prochaines années. Chacun dirigé par des personnes qui comprennent que prendre soin de nos aînés n'est pas de la charité, c'est de la justice. Tous les trois se levèrent en même temps et m'embrassèrent avec une intensité que je n'avais pas ressentie depuis qu'ils étaient enfants. Mais c'était différent, maintenant. C'était l'étreinte d'adultes qui avaient gagné le droit d'aimer et d'être aimés. Pourquoi? Demanda Céline à travers ses larmes. Après tout ce que nous vous avons fait, pourquoi nous donnez-vous cette opportunité? Parce que vous n'êtes plus les personnes qui m'ont trahi, répondis-je simplement.
Vous êtes les personnes que j'ai toujours cru que vous pouviez devenir. Vous aviez juste besoin de temps pour vous trouver. Cet après-midi-là, nous tîmes une réunion avec toutes les résidentes du centre pour annoncer les changements. La salle de conférence se remplit de femmes curieuses et excitées, dont beaucoup avaient développé de véritables relations avec mes enfants au fil des ans. J'ai l'honneur d'annoncer, dis-je depuis le podium improvisé, que la Maison de l'Espoir continuera non seulement à fonctionner indéfiniment, mais s'étendra pour aider des milliers d'autres femmes. Les applaudissements furent assourdissants, et j'ai l'honneur encore plus grand d'annoncer que mes enfants, Antoine, Julien et Céline, ont choisi de consacrer leur vie à cette mission. Mercedes se leva lentement, s'appuyant sur sa canne. Madame Beaumont, puis-je dire quelque chose? Bien sûr, Mercedes. Vos enfants sont venus ici comme une punition, mais ils repartent comme une bénédiction. Ils se sont occupés de nous quand nous étions malades. Ils nous ont réconfortés quand nous étions tristes. Ils ont célébré avec nous quand nous étions heureuses. Je ne sais pas quel genre de mère il faut être pour élever des enfants qui peuvent changer autant, mais vous êtes un exemple pour nous toutes. Ce soir-là, je dînais avec mes enfants et Marie dans la salle à manger communautaire. C'était la première fois en 5 ans que nous étions ensemble comme une vraie famille. Pas comme superviseurs et employés, pas comme victimes et auteurs, mais comme des personnes qui s'aimaient et se respectaient. Que ferez-vous maintenant demanda Marie. Maintenant, répondit Antoine, nous allons changer la façon dont ce pays traite ses citoyens âgés. Nous allons nous assurer, ajouta Julien, qu'aucune femme ne doive choisir entre dignité et sécurité dans sa vieillesse. Et nous allons prouver, conclut Céline, qu'une famille peut être reconstruite sur une fondation de respect au lieu de convenance. Après le dîner, je sortis seule dans le jardin principal. C'était mon rituel nocturne de marcher parmi les fleurs que nous avions plantées et de réfléchir sur la journée. Mais ce soir était différent. Ce soir, je pouvais enfin me reposer. À 76 ans, j'avais accompli quelque chose que peu de mères accomplissent jamais. Non seulement élever des enfants qui réussissent, mais transformer des enfants perdus en êtres humains extraordinaires. L'héritage que je laisserai ne se mesurerait pas en euros ou en propriété. Il se mesurerait en vie changée, en dignité restaurée, en amour transformé en action. Je levai les yeux vers les étoiles brillants au-dessus de la maison de l'espoir et me souvins des mots qu'Henri m'avait écrits dans l'une de ses dernières lettres. Le véritable héritage n'est pas un monument, c'est une carte. Il avait raison. J'avais créé une carte pour que d'autres familles retrouvent le chemin de l'amour. Une carte que mes enfants allaient être maintenant portés à des milliers d'autres femmes. La vengeance était devenue rédemption. La justice était devenue grâce. Et moi, une femme qui avait été sur le point d'être enterrée vivante par sa propre famille, j'avais trouvé un moyen de ressusciter non seulement ma propre vie, mais les vies de tous ceux qui m'entouraient. C'était enfin le genre d'héritage qui en valait la peine.